nouvelle édition sur Évasion Guinée. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. Tout d'abord, les titres du journal. Fin de la visite du président malien en Guinée, Ibrahima Boubacar Keïta a regagné Bamako après 72 heures de travail avec le gouvernement guinéen. Manifestation ce matin à Nongotadir, des jeunes en colère ont incendié un restaurant et barricadé la voie publique. C'est tout pour les titres. Une fois encore, bonsoir et bienvenue. Le chef de l'État malien, Ibrahima Boubacar Keïta, a achevé ce mercredi sa visite de travail et d'amitié en République de Guinée. Une visite de 3 jours qui a été sanctionnée par la signature de 2 accords et un communiqué conjoint. Suivez le reportage de Ibrahima Soré Yari Yansani. 2 protocoles d'accord signés ce mercredi entre le Mali et la Guinée. Le premier signé par le ministre du Développement rural du Mali et le ministre de l'Énergie et de l'Hydraulique de Guinée porte sur la création d'un comité interministériel pour la réalisation du barrage de Foumi. Un barrage qui va permettre, en plus des 90 MW d'énergie électrique, l'irrigation de quelques 4000 hectares cultivables côté guinéen et 100 000 hectares côté malien. Aussi, il favoriserait la navigation sur le Niger. Et le second protocole, signé par les ministres maliens et guinéens en charge des transports, porte sur le transport ferroviaire Conakry-Cancan-Bamako. En plus, d'autres questions ont retenu l'attention des 2 parties au cours de cette visite. Dans le domaine des travaux publics, les 2 parties ont souligné la nécessité de réhabiliter le réseau routier Conakry-Bamako et de relancer la construction des transversales Guéguérail-Mali. Dans le domaine de la coopération transfrontalière, les 2 parties se sont engagées à appuyer la feuille de route conjointe pour la matérialisation des frontières revenue à Bamako en 2013 et la mise en œuvre du cadre de concertation entre collectivités territoriales pour une meilleure intégration des communautés. Dans le domaine de l'agriculture, les 2 parties ont décidé de se concerter autour de leurs priorités communes. Dans le domaine de l'élevage, les 2 parties se sont résolues à rendre opérationnels les axes prioritaires de partenariat identifiés dans le procès verbal de la réunion des experts des 2 pays au titre de la diaspora. Les 2 parties sont convenues de promouvoir l'échange d'expériences en matière de gestion des compatriotes à l'étranger. Sur le plan culturel, les 2 parties ont appelé à l'intensification des efforts en vue de la préservation du riche patrimoine culturel et historique commun, notamment par la réalisation du Niani, du port de Galéni et de l'organisation du Festival de Kora du Niger. Cette rencontre qui a sanctionné la fin de la visite du président Ibeka à Conakry a permis aux 2 chefs d'État de répondre aux questions des journalistes, notamment sur la sécurité des frontières et la participation de la Guinée à la résolution du conflit au nord Mali. L'objectif principal pour le moment, c'est que le Mali, l'État malien et l'armée malienne aient le contrôle total de son territoire et qu'on puisse expulser tous les terroristes qui sont là-bas. Une présence guinéenne en termes maliens aujourd'hui pour nous aider à nous défendre contre cette prétention djihadiste de notre temps n'est pas pour se prendre. Et je crois également que dans les temps à venir, cela va encore se conforter, Inch'Allah. 3 jours de visite terminés, le président Ibrahima Boubacar Keïta a quitté Conakry ce mercredi pour Bamako. Le gouvernement guinéen vient de lancer une opération de collecte d'armes, de munitions et d'explosifs. À Kindia, première étape de cette opération, près de 100 tonnes d'explosifs ont été déjà identifiées par les experts. L'opération, dénommée Opération Sili, est financée par la France, l'Union européenne et l'État guinéen. C'est un compte rendu signé Mfale Guilavogui. Sili, c'est le nom de l'opération. Elle consiste à collecter, transporter et détruire des armes, munitions et explosifs obsolètes disséminés à travers le pays. La première opération a permis d'identifier sur le site de Kindia près de 100 tonnes d'armements de marque russe, allemand et britannique. Ces armements datent de la Première et de la Deuxième Guerre mondiale. Nous avons hérité de cette situation, mais nous ne pouvons pas ne pas réagir face aux dangers que cela représente. C'est pourquoi le président de la République m'a instruit et a instruit le commandement pour que les dispositions idoines soient prises afin de
de débarrasser notre territoire de ces explosifs qui sont dangereux. Pour concrétiser l'opération Sili, une campagne à outrance est lancée auprès des riverains. Au total, 63 tonnes de munitions de différentes familles sont comptabilisées, 37 autres sont susceptibles d'être enfouies et le total approche la centaine de tonnes. C'est un travail très difficile parce que c'est un travail où il n'y a pas d'erreur. La première erreur, c'est la dernière. Nous avons lancé là-bas des messages pour sensibiliser les populations parce qu'il y aura des grosses détonations, je dis bien des grosses détonations. La France et l'Union européenne accompagnent la Guinée dans la réforme des forces de sécurité et de défense. La première a contribué 100 000 euros, la deuxième 5 milliards de francs guinéens. Aujourd'hui, il n'y a plus de tabou sur les questions de sécurité et de défense en Guinée, parce que c'est la sécurité des citoyens et des citoyennes qui compte. Il faut changer l'image de ce que les forces de défense et de sécurité peuvent jouer dans un pays comme la Guinée. Hormis Kindia, l'opération Sili pourrait s'étendre sur toute l'étendue du territoire national. Le ministère en charge de la justice a procédé ce mercredi à la présentation de la nouvelle réforme de la justice. C'était au cours d'un atelier qui a regroupé plusieurs hommes de médias. Cette réforme vise à rassurer le respect des droits de l'homme et des libertés en République de Guinée. C'est un compte rendu signé Fatoumata Yarissila. Construire une justice saine, crédible, transparente et sécurisante pour les investissements, tel est l'objectif du ministère d'État en charge de la justice avec la mise en place de la nouvelle politique nationale de la réforme de la justice. C'est un atelier de réflexion qui accompagne un peu les réformes qui ont été mises sur pied dans notre pays depuis quand même plusieurs mois, depuis un an. Et vous savez que depuis 3 ans, ce pays bouge quand même en ce qui concerne la justice. Depuis les états généraux de la justice, depuis et accompagné d'une volonté politique du chef de l'État et de son gouvernement. Donc moi, je ne fais qu'accompagner cette volonté politique en posant des actes concrets. Cet atelier a regroupé des magistrats, des avocats, des notaires et d'autres personnalités. Ce document va permettre à ces hommes de droit d'approfondir leurs connaissances. Outre la qualification des juristes, plusieurs sujets entrant dans le cadre de la réforme de la justice ont été débattus. Il y a eu le Conseil supérieur de la magistrature qui a été installé lundi. Il y a maintenant cet atelier qui doit en fait travailler sur une politique nationale pour la réforme de la justice. Et au-delà de ça, on a travaillé sur une cartographie judiciaire, une cartographie pénitentiaire. Les participants se réjouissent de la mise en place de cette nouvelle identité de la justice. Pour eux, c'est une occasion pour les juristes de se qualifier. Ce sont des documents qui tendent à la qualification de la justice, donc qui tendent à un meilleur rendement de la justice par rapport à la population. Les États généraux et tout ce qui s'est passé depuis les États généraux ont identifié assez de dysfonctionnements au niveau de l'appareil judiciaire. La réussite de ce programme de réforme envisagé par les autorités demande des interactions entre les acteurs et les partenaires œuvrant au sein de la justice. Selon les organisateurs et les participants, la justice représente plus que jamais une responsabilité à partager et le gouvernement ne peut à lui seul résoudre tous les maux dont elle souffre. Les femmes de l'espace CEDEAO étaient cet après-midi chez le ministre des Droits de l'Homme et des Libertés publiques. Il s'agissait pour ces femmes de faire le bilan de leurs activités et exposer les perspectives envisagées pour la défense des droits des femmes en République de Guinée. Ces femmes sollicitent l'appui du ministre pour la réussite de l'émission. Salimata Diallo pour le résumé de la rencontre. Le réseau Paix et Sécurité pour les femmes de l'espace CEDEAO a initié un projet de vulgarisation relatif à l'application de la résolution 1325 du Conseil de sécurité des Nations Unies. Cette organisation s'inscrit dans le cadre de la promotion et le respect des droits humains en général et ceux des femmes en particulier. C'est à cet effet que le réseau a rencontré ce mercredi le ministère des Droits de l'Homme et des Libertés publiques pour faire le bilan de leurs activités. Le réseau a dans ce cadre réalisé 1000 copies du manuel simplifié de la résolution 1327 et ses résolutions connexes, 500 affiches pour la couche analphabète, 4 ateliers de formation, 5 séances de sensibilisation dans les communes de Conakry, 3 émissions débats télévisés, 5 émissions radiophoniques dans les 6 langues nationales.
Des recommandations ont été faites par le réseau, une manière pour lui de renforcer et dynamiser son projet. Nous vous proposons les recommandations suivantes. Élaborer un code de conduite ainsi que des mécanismes de punition sévère des cas de violence basés sur le genre commis par les agents du secteur de la sécurité et le reste de la population. Le ministre des Droits de l'Homme et des Libertés publiques promet d'accompagner cette organisation dans la promotion et le respect des droits humains. Vous avez mon soutien le plus total. Vous avez nos appuis, l'appui de ce département le plus total pour qu'ensemble nous puissions nous battre pour que tous les droits de tous les citoyens guinéens, sans aucune distinction, soient respectés. Le réseau Paix et Sécurité pour les femmes de l'espace CEDEAO compte entreprendre d'autres activités pour le respect des droits de la femme. Comme je vous le disais dans le titre, restaurant incendié, route barricadée, c'est ce qu'on pouvait voir ce matin à Nongotadi où des jeunes manifestaient leur colère. Pour cause, le meurtre d'un mécanicien au cours de la nuit d'hier par un présumé élève gendarme. Plus d'explications avec Lansana Traoré. C'est suite à l'assassinat de André Mamadi Loa par un présumé élève gendarme que les jeunes de Lambagné et de Nongo ont décidé de réagir. Très tôt ce matin, ils ont pris d'assaut le restaurant où le présumé assassin était engagé comme vigile. Après avoir incendié le dit restaurant, les jeunes ont barricadé l'axe Nongo-Lambagné. Ils réclament que justice soit faite. Parce que tu ne peux pas tuer quelqu'un comme ça, qui t'a rien fait. Et il n'est pas venu de ton côté, il est de l'autre rive. Toi, tu dépasses la route pour venir me tuer. Comme ça. Ça fait mal. Le monsieur, il est associable. Quand même, il est dans le quartier. Il respecte tout le monde. Quand même, le quartier est énervé. C'est son garage qui est là. Le garage qui est ici, là, à droite, là. André Mamadi Loa était marié et père de 4 enfants. Le cœur meurtri, sa famille revient sur les circonstances de ce drame. Je demande qu'est-ce qui s'est arrivé. Mon grand frère m'a expliqué, soi-disant qu'ils étaient partis jeter des bouteilles vides au bord de la mer, juste au niveau du pont, qu'il a un militaire qui les a interprétés, soi-disant que qu'est-ce que vous faites ici? Ils sont venus, mon papa dit, je nous étonne des ordures, des bouteilles vides. Il dit non, on ne doit pas jeter ici. Il dit mais tout le monde jette des ordures ici. Et si nous mettons ça, cela cause problème, ce n'est pas quelque chose qui va sentir ou bien quoi. Ce sont des bouteilles vides. Dans ce cas, ils sont restés dans la discussion. Il a attrapé mon papa au colère. Mon frère vient, il lui dit mais arrête, c'est mon papa tu prends comme ça. Il a jeté le main de monsieur. Après, le gars, quand il s'est tourné, il a fait sortir son poignard juste pour presser mon frère l'a lâché la main, il a poignardé mon papa au niveau du cœur. Les autorités locales se sont déployées sur le terrain en exhortant les jeunes au calme. Je suis en train de parler avec eux, je suis en train de les sensibiliser. J'ai dit aux forces de l'ordre d'attendre que je puisse faire mon travail de sensibilisation. Alors nous sommes à cette phase. Les routes sont barrées, je quitte ici, je vais aussi à Lambagne voir les jeunes de la même manière pour qu'on puisse s'entendre. Les circonstances dans lesquelles il a trouvé la mort sont regrettables, mais que les gens comprennent qu'on ne se rend pas justice. On n'a qu'à laisser la justice faire son travail, la sécurité faire son travail. Dans l'attente que justice soit rendue, la famille de André Mamadi Loa ne sait plus à quel sein se vouer. Présent sur les lieux, la police a procédé à quelques arrestations. Cependant, elle n'a pas voulu s'exprimer sur le sujet. Les perles oranges, communément appelées baya, étaient dans un passé récent très convoitées par les femmes. Ces colliers de perles portés autour des hanches leur permettaient d'exprimer leur féminité et séduire leur conjoint. Explication, Nenaoumou Baldé et Aïssata Kamara. Pour exprimer leur féminité, plaire à leur homme, les femmes ne manquent pas d'astuces. Les bayas parfumés à l'encens, différents de ceux en perles blanches, semble être ce qui aiguise de plus l'appétit. Les bayas que vous voyez là, on appelle en malinke ou flambaya. Quand vous portez, en portant ça, on met du parfum. Quand tu veux sortir, quand tu mets un joli bazin, tu veux partir en mariage ou le baptême, tu attaches sous ton bazin. Tu auras une bonne odeur. Il y a un secret. Le soir, quand tu veux rentrer chez ton mari, comme il y a du parfum là-dedans, tu attaches, tu vas à la maison de ton mari. Vous préparez très bien le lit. Maintenant, la maison va sentir très bien. Il y a des hommes aussi qui aiment les bayas.
Parce qu'il y a des femmes qui viennent ici. Mon mari me dit souvent que je ne porte pas les bayas. Quand tu portes 2 fois, il y a des hommes, quand ils touchent la nuit, ça les excite. En effet, quand les bayas résonnent, monsieur ne peut rester indifférent. On demande à toutes ces femmes de porter les bayas. C'est bon pour la femme, c'est pour se rendre belle. Porter les bayas n'est pas un acte de banditisme. Selon certains vendeurs de bayas, leur port fait partie des mœurs africaines. Une activité encore rentable même si l'utilisation des bayas n'a plus l'ampleur d'antan. Les femmes fabriquent ici les bayas et amènent pour nous vendre. Il y a beaucoup de femmes qui viennent des Irékoré, Kankan, Farana pour acheter et revendre. La femme ne doit pas rester sans attacher quelque chose aux hanches parce que l'eau avec laquelle tu te laves ne doit pas traverser tes hanches. Selon de nombreux adeptes de Baya, son caractère aphrodisiaque projette le couple dans un monde de sensualité hors du commun. Si hier, certaines activités comme la mécanique étaient réservées aux hommes, de nos jours, force est de reconnaître qu'elle est aussi à l'apanage des femmes. C'est le cas des mécaniciennes du garage du gouvernement qui, malgré les occupations du foyer, dépannent des véhicules au même titre que des hommes. Reportage Manian Kondi. Elles sont nombreuses à exercer la mécanique au garage du gouvernement. Elles, ce sont les mécaniciennes qui, comme les hommes, dépannent les véhicules, montent et démontent les moteurs ou encore peignent les véhicules. Le désir de travailler et l'esprit d'équité sont entre autres les motivations de ces femmes. J'ai tenté le concours d'accès à l'université. Je me suis orientée dans une école professionnelle mécanique à l'ENAM ici. Après, je suis venue ici comme stagiaire parce que j'aime ce métier. On ne peut pas dire qu'il y a différence entre hommes et femmes. Tout ce que l'homme peut, la femme aussi pourra. J'ai fait l'école. Après l'école, je suis venue faire pratiquer ce là. Très bien, je peux réparer les voitures même. Faire descendre le moteur, la boîte et tout. C'est moi-même qui a voulu faire la peinture. Oui, j'ai voulu faire parce que ça me plaît. Parmi ces mécaniciennes, existent des femmes mariées qui ne manquent pas de méthodes pour jumeler foyer et métier. À partir du soir à 18h, j'achète tous mes condiments. À partir de 6h du matin, je fais ma préparation. À 7h30, je me lave. Je viens au travail. Je commence le travail à 8h jusqu'à 18h. Ça ne me pèse de rien pour travailler. Et pourtant, ici, encore les parties comme c'est technique. Les parties techniques, je fais ça légèrement. Les parties lourdes, je suis avec des amis. Les hommes, ils m'aident. Selon ces femmes, le travail est le premier mari de la femme. C'est pourquoi elles invitent leurs consoeurs à apprendre un métier. Il faut que toutes les femmes s'apprennent aujourd'hui. Aujourd'hui, on ne peut pas dire tout ce que tu gagnes, il faut que l'homme te donne ça. Il faut que toi aussi tu cherches. Donc j'appelle à tous nos sœurs, nos amis, nos grandes sœurs, non qu'à venir travailler. Le mari d'une femme d'abord, c'est le travail. Si la femme ne travaille pas, tu n'es rien. Tu n'as rien dans ta vie. Malgré les difficultés qu'elles rencontrent, les femmes continuent à se tailler une place importante dans la société guinéenne. L'association Guinée Culture vient d'organiser une session de formation en journalisme culturel à la Maison de la Presse. Une formation destinée aux étudiants en journalisme et à quelques journalistes culturels de la place. Les échanges ont porté sur la culture comme spécialité journalistique, l'animation culturelle, la couverture des événements culturels. La formation s'est tenue du 10 au 12 mars 2014. Marichela Fofana, compte rendu. La culture, c'est ce qui nous différencie de la nature par notre action dans la quête de la connaissance. La culture, c'est la rencontre du beau, du bon et du bien. Autant de définitions du concept culture évoqué par ces formateurs au cours de cette session de travail. L'initiative est de l'association Guinée Culture. Elle vise à outiller les journalistes culturels de techniques leur permettant de mieux aborder les sujets culturels afin de valoriser celles guinéennes. Cette formation est allée à partir d'un constat. On a vu qu'il ne suffisait pas de proposer des variétés musicales pour se réclamer journaliste culturel.
il fallait bel et bien suivre une formation comme dans toute autre discipline. Durant 3 jours, la trentaine de participants venus des institutions de formation en journalisme et de la presse ont débattu sur plusieurs thématiques. Les débats ont été menés par des hommes de culture et de médias. 2 thèmes majeurs. Le premier, c'est la culture comme spécialité journalistique. Et puis une deuxième partie qui sera la question de l'animation culturelle. L'objectif des 2 séances étant de faire en sorte que les jeunes journalistes aient plus de curiosité, qu'ils aient plus de passion, et qu'ils recherchent encore plus de culture, qu'ils se cultivent eux-mêmes et qu'ils puissent faire partager leur niveau de culture aux nombreux auditeurs, téléspectateurs ou lecteurs qui sont les leurs. Les participants, satisfaits de ce qu'ils ont appris, se disent prêts à être de véritables journalistes culturels. J'ai appris beaucoup de choses que je ne savais pas sur la culture, sur comment promouvoir la culture. Et je pense que aujourd'hui, maintenant, au sortir de cette formation, je vais essayer moi aussi de faire la promotion de cette culture-là. Aujourd'hui, je me sens capable de remplir ma tâche de journaliste culturel et non de journaliste tout court. Cette session de formation s'inscrit dans le cadre du lancement de la prochaine saison culturelle prévue en 2014. Elle a aussi été l'occasion pour les participants de savoir comment utiliser le site de Guinée Culture. L'Union des journalistes animateurs culturels de la Guinée a procédé ce mercredi au lancement officiel de ses activités. Objectif, rassembler tous les journalistes culturels guinéens autour d'un idéal, celui de la valorisation du patrimoine culturel guinéen. La rencontre a connu la participation de plusieurs hommes de culture. Adjira Touba nous fait le point. Le patrimoine culturel guinéen perd de sa valeur dû au manque de professionnalisme et de connaissance de ce secteur par les journalistes culturels, une affirmation du secrétaire général du ministère de la Culture, d'où le rassemblement des hommes des médias autour d'un idéal, celui de la valorisation du patrimoine culturel guinéen. À cet effet, une jeune association vient de lancer officiellement ses activités. Il s'agit de l'AJAGI, Union des journalistes animateurs culturels de Guinée. Elle a pour mot d'ordre la formation. La dynamique, ce sont les rencontres professionnelles avec tous les acteurs de la culture guinéenne et surtout à organiser des ateliers de formation. Et je pense que pour une fois, les journalistes culturels vont réussir quand même à sortir de la Guinée et aller aussi vendre le produit guinéen sur l'échelle africaine et internationale. La spécialisation des journalistes culturels et leur responsabilisation ont été les recommandations faites par les hommes de culture venus soutenir cette jeune association. On ne peut pas être un journaliste culturel si on ne sait pas c'est quoi son pays. Notre pays, c'est la Guinée, c'est un beau pays où il faut bon vivre. Nous avons plus que les mines d'or et de bauxite. Nous avons des compétences. Il s'agit de mettre en valeur ce que nous avons de commun, notre vie culturelle. Les journalistes culturels, vous avez une grande responsabilité, vous pouvez stabiliser ce pays. La mission ne consistera pas à ce que nous pensons de diffuser simplement de la musique sur vos antennes. Il faudrait qu'il y ait la spécialisation dans ce que vous avez à faire. Quelqu'un disait tout de suite que notre culture était malade. C'est vrai que notre culture est malade, mais la presse culturelle aussi, n'étant même pas malade, elle était absente. Donc, puisque cette presse culturelle est née aujourd'hui, nous sommes très heureux de participer à la naissance de cette structure qui, nous pensons, sera l'expression éloquente du principe des 3 P, partenariat public-privé. L'Union des journalistes animateurs culturels a été mise en place depuis 2010. Aujourd'hui, une nouvelle équipe est à sa tête. Elle promet de véritables réformes afin de booster la culture guinéenne. Sur le continent, N'Djamena, la capitale du Tchad, a accueilli mardi la session ordinaire des membres du Conseil national de la mouvance présidentielle. Les 22 régions du pays ont pris part à cette session, une occasion pour définir les stratégies en vue des prochaines élections. Reportage.
Le mouvement patriotique du salut, parti au pouvoir, a désormais ses regards tournés vers les prochaines échéances politiques au Tchad. C'est ce qui ressort de la session ordinaire organisée ce mardi à N'Djamena, la capitale du pays. Cette session, qui coïncide avec le 24e anniversaire du parti, a permis aux leaders de faire le bilan des activités politiques du Bureau national. Le mouvement patriotique du salut est un grand parti. C'est l'occasion de le prouver en mobilisant notre base. Vous en êtes capable à tout moment. Comme je l'avais souligné dans le rapport d'activité du Bureau politique national. Au sortir de cette session, les secrétaires généraux des régions et les responsables des organes de masse ne doivent plus être sur les bancs au profit d'une quelconque alliance. Depuis l'avènement de la démocratie en 1990, le mouvement patriotique du salut reste et demeure le plus grand regroupement politique au Tchad. Aujourd'hui, les représentants régionaux qui forment le Conseil national du salut se mobilisent autour du président Idriss Déby Itno pour un seul combat, une démocratie apaisée où l'opposition y a sa place. La session qui vient d'avoir lieu le 11 mars à la date donc, du souvenir de la création du mouvement patriotique du salut marque une date importante et une détermination une fois de plus encore en rappel de l'engagement du président fondateur avec les camarades fondateurs, n'est-ce pas, et qui ont ouvert la voie de développement et de progrès aujourd'hui, n'est-ce pas? Voilà, donc je crois que ce sont des travaux pour l'avenir, pour les élections, et nous nous préparons à d'autres victoires. Entre 2014 et 2015, le Tchad organisera une série d'élections, à savoir les élections communales, régionales, législatives et présidentielles. Conscients des enjeux liés à ces élections, les leaders du MPS comptent redoubler d'efforts pour assurer la victoire. La nouvelle a été attendue, l'information a été confirmée. Le Premier ministre libyen Ali Zaïdan a été limogé mardi de son poste de Premier ministre. Pour cause, il n'a pas réussi à rétablir la sécurité dans le pays depuis la chute de Mohamed Kadhafi. Il a été remplacé par le ministre de la Défense libyen, Abdallah Al-Tina. Reportage. Sur les 194 députés que compte le Congrès général national libyen, 124 parlementaires ont retiré leur confiance au Premier ministre de transition Ali Zaïdan à l'issue d'un vote ce mardi. Pour les élus, le gouvernement de l'ancien Premier ministre n'a pas réussi à rétablir la sécurité en Libye, plus de 2 ans après la chute du régime de l'ex-dirigeant Muammar Kadhafi. Le Congrès général national a démis de ses fonctions Ali Zaïdan, l'ancien Premier ministre. Le ministre de la Défense, Abdullah Al-Tini, le remplace jusqu'à ce qu'un nouveau chef de gouvernement soit nommé. Les députés reprochaient également à l'ancien Premier ministre Ali Zaïdan de n'avoir pas résolu la crise pétrolière qui dure depuis plusieurs mois en Libye suite à la fermeture des principaux ports pétroliers. Mais pour certains analystes politiques, la priorité dans le pays reste la reconstruction de l'armée nationale. C'est sa gestion laxiste des milices, des erreurs commises, mais aussi son incapacité à faire face à ce qui est actuellement caractérisé de la situation institutionnelle et politique en Libye, c'est-à-dire l'absence de l'État, l'absence d'une force de police digne de son nom et l'absence d'une vraie armée qui pourrait maîtriser tous ces éléments qui se revendiquent une légitimité locale, tribale, confessionnelle. Le nouveau gouvernement de transition, désormais dirigé par l'actuel ministre de la Défense libyenne, Abdullah Al-Tini, devrait fixer prochainement la date des élections générales en Libye. Dernier élément de cette édition, un Américain de 64 ans a été libéré d'une prison de Louisiane après 30 ans passés dans le quartier des condamnés à mort. Le parquet avait demandé l'annulation de sa condamnation après avoir découvert les preuves de son innocence. Reportage. Ce sont les pas mal assurés d'une personne qui n'a plus vu un monde sans barreaux ou barbelé depuis 30 ans. Accompagné de son avocat, il retrouve la liberté. Mon esprit va dans toutes les directions, mais je me sens bien.
En 1983, Glenn Ford a 33 ans. Il est accusé du meurtre avec préméditation d'un joaillier et horloger de Louisiane, Isadore Roseman. Glenn Ford a toujours nié son implication dans l'assassinat, mais il a été condamné à mort en 1984. Avez-vous de la rancœur? Oui, j'ai passé presque 30 ans en prison pour quelque chose que je n'ai pas commis. Ce n'est que tout récemment qu'un juge a rendu un arrêt qui lave Glenn Ford de tout soupçon et qui annule donc sa condamnation à mort. De nouveaux éléments sont apparus, plus de 30 ans après les faits. Ils n'ont pas été rendus publics pour ne pas compromettre l'enquête qui est rouverte. C'est un jour magnifique. Nous y avons travaillé littéralement pendant des décades. Et nous espérons que ceci est le premier jour d'une nouvelle vie pour Glenn. Combien de votre vie avez-vous perdu? 30 ans. 30 ans de ma vie, c'est-à-dire presque tout. Et je ne sais pas revenir en arrière et faire ce que j'aurais fait à 35 ans, à 38 ans ou à 40 ans. Mes fils étaient des bébés quand je suis parti. Maintenant, ce sont des adultes, avec des bébés. L'État de Louisiane prévoit une indemnité de 25 000 $ par année perdue injustement derrière les barreaux, avec un maximum de 250 000 $, à quoi s'ajoute une somme de 80 000 $ pour, dit la loi, opportunité de vie perdue. Mesdames et messieurs, ainsi prend fin cette édition d'information. Merci de l'avoir suivi. L'info continue sur le www.groupeevasionguinée.info. Bonsoir à tous.